avec nos invités Credo Tété du journal Le Médium, Horus Donkovi, activiste panafricain, et Luis Kamako, du journaliste à Togo Breaking News. Nous allons parler du Nigeria avec de nouveaux rap d'élèves. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire. Bientôt une mission de bons offices de Kakabe à la Haye et au Ghana. En Centrafrique, la Russie s'oppose à un dialogue avec les groupes rebelles. Et puis Togo, Covid-19, les premières doses de vaccin arrivent la semaine prochaine. Horus Donkovi, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Michel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonsoir à mes frères qui sont là et que j'ai plaisir à revoir. Luis Kamako, on est toujours ensemble. Oui, on est ensemble et ça fait toujours plaisir d'être invité dans cette émission et de partager avec les auditeurs l'actualité sociopolitique du continent. Bonsoir et bonsoir à tous les confrères. Allez, lui, je le présente en dernière position parce que c'est un grand frère et référence. Credo Tété, bonne arrivée, grand frère. Merci, cher confrère. Donc, je crois qu'il n'y a pas question de confrère, mais on parle beaucoup plus de confrères. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau avec Louis et puis Horus. Donc, j'espère que les téléspectateurs et téléspectatrices prendront plaisir à suivre nos analyses. Et nos analyses sont subjectives. Allez, on va commencer par le Nigeria. Le président nigérien a ordonné mercredi une opération pour sauver au moins 42 personnes, dont 27 élèves victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat 2 mois après le rapt de 344 adolescents dans une région voisine qui avait provoqué l'émoi mondial. Horus Donkovi. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 344 adolescents enlevés il y a quelque temps, ça se passe encore au Nigeria. Ouais, ça se passe au Nigeria. C'est une démonstration de force. De façon récurrente, on a tendance à communiquer dessus en disant que oui, ces groupes sont en train d'être défaits, qui sont faibles, qui n'ont plus le même dynamisme qu'avant, ainsi de suite. Et à chaque fois, ces groupes se rappellent à l'actualité, justement, comme étant ce type d'acte. C'est triste parce que le mandat de Buhari était justement axé sur l'intégrité du Nigeria, la défense du pays. Et ce n'est pas le résultat que l'on constate. Ouais. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est une actualité à laquelle il faut faire face. Maintenant, qu'est-ce que le Nigeria va proposer ? Là, par exemple, on dit oui, il va lancer une offensive, une contre-attaque, ainsi de suite et tout. Mais je pense que le Nigeria nous a habitués à des contre-attaques qui n'étaient pas porteuses de fruits. On a les demoiselles de Chibok n'ont pratiquement pas été retrouvées. Certaines sont mariées, d'autres ont fait des enfants, on ne sait pas si d'autres ont été retournés. La plupart des gens qui sont kidnappés, alors là on parle de kidnapping d'élèves, mais en fait il y a des citoyens qui sont kidnappés, il y a des assassinats, il y a des enrôlements et ainsi de suite. Et jusqu'à présent, l'armée nigériane n'arrive pas à faire face. Mieux, la coalition qui était censée sécuriser les frontières, qui était censée venir à bout de Boko Haram, ne donne pas les résultats escomptés. Credo Tété, ce qui est inquiétant également, c'est la gouvernance, si on peut le dire, au niveau sécuritaire du président nigérian. Oui, donc je crois que c'est l'illusion des Nigériens aujourd'hui qui est au grand jour parce que avec l'arrivée, ou bien l'un des thèmes de campagne même de Buhari, c'était avec son statut d'ancien général, au moins il va solutionner les problèmes sécuritaires. Et en ce moment, nous avions eu l'opportunité de parler d'échanger sur ce plateau. Nous avons dit non, mais il fut général. Mais les contextes ont évolué. Général avant, quand il était au pouvoir, et aujourd'hui, les données sécuritaires ont changé. Donc, ce n'est plus la force brute de l'armée qui répond, mais il faudrait beaucoup plus conjuguer les efforts des services de renseignement. Donc, aujourd'hui, il y a le constat que le Nigeria souffre d'un problème sécuritaire. C'est vrai, pour ceux qui ont, disons, l'habitude d'aller au Nigeria, lorsque
vous êtes en circulation au Nigeria, vous avez comme l'impression, comme si tout est maîtrisé. Parce que les forces de sécurité, les forces armées ont une certaine emprise. Leur comportement... Elles sont partout. Oui, bon, non seulement ils sont partout, mais leur comportement sur les premiers citoyens qu'on voit dans les circulations, tu te dis que ce pays est tellement sécurisé alors que ce n'est pas le cas. Et cela constitue aujourd'hui un problème réel pour Buhari qui doit lutter pour essayer de redonner confiance aux Nigérians que, en fait, il est là, sa gouvernance n'est pas que politique, mais il y a la question de la sécurité. Et lorsque nous parlons de la sécurité, il faut également, appeler la notion de sûreté. Donc tout cela s'est conjugué par des efforts des citoyens. Mais lorsque vous gouvernez en souverain, en maître, ou bien lorsque vous ne conjuguez pas les efforts avec toutes les entités du pays, donc il y aura toujours cela. Donc ça, c'est un autre défi qu'on vient de lui lancer pour dire, en fait, et tout ce qu'on nous a vendu dans l'espace CEDEAO, comme le Nigeria qui a la meilleure armée en termes d'effectifs, en termes de professionnalisation, si des choses comme ça se passent au Nigeria, on a même vu dans des problèmes politiques dans certains pays de l'espace CEDEAO, mais des politiciens ont voulu que les Nigériens, que l'armée nigérienne vienne dégager un système qui est légalement mis en place. Donc c'est dire que c'est une illusion sécuritaire que ceux qui sont disons, les promoteurs de ces raps là sont en train de faire ressortir pour dire le Nigeria qu'on nous a vanté ou bien le Nigeria qu'on nous vend sur les médias, ce n'est pas, il y a toujours des points, il y a toujours des failles dans le système sécuritaire au Nigeria. Lui, on peut dire un premier mandat qui a échoué, si on peut le dire, sur le plan sécuritaire pour le président Buhari, et puis un second qui commence ou bien qui a commencé du même acabit. C'est inquiétant, comme l'ont déjà dit Horus et Credo. Oui, je pense que sans exagérer, on peut dire que sur le plan sécuritaire, Buhari est en train de tout faux. Parce que, comme on l'a dit, c'était sa promesse de campagne. Et maintenant, aujourd'hui, avec l'enlèvement des 42 élèves, je pense que c'est déjà de trop. Parce que ça met une fois encore le zoom sur la situation sécuritaire précaire là-bas au Nigeria. Parce que déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2011, les violences dans ce pays ont fait plus de 8000 morts et ont contraint en fait 240 000 personnes à quitter leur domicile. Aujourd'hui, avec l'enlèvement des 42 élèves, ajouté à la situation qu'on connaît, déjà que le centre du pays même est en proie à une insurrection djihadiste, il y a le sud-est qui exploite des pétroles, mais dont les revenus ne profitent pas à la population locale, qui est dans une misère ambiante, ce qui fait que par moment, il y a pas mal de manifestations. Vous prenez également le sud-est du pays, il y a pas mal de conflits, des titres fonciers entre éleveurs et agriculteurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Buhari a senti le coup, il a changé 4 chefs d'État et 4 états-majors. Mais jusque-là, le problème n'est pas résolu. Donc, au vu de tout ça, nous pouvons dire qu'il est en train de rater, en fait, sa promesse en ce qui concerne la sécurité au Nigeria. Horus, s'il n'arrive pas à mettre la main sur le plan sécuritaire, cela veut dire aussi qu'il est miné par d'autres conflits sociaux. Il faut le préciser. On voit le Nigeria. Les conflits sociaux, ils viennent de la manière dont le pays a été géré sur plusieurs années. Ce sont un certain nombre de choses qui s'accumulent, comme le mouvement social qui s'est passé tout dernièrement, où on parlait d'abus de la police au niveau de... Donc ce sont des choses, ce sont des comment dirais-je, c'est l'accumulation d'un certain nombre de frustrations des populations qui à un moment provoquent ce type de conflit. Même en ce qui concerne Boko Haram, avant Boko Haram, il y avait déjà un certain nombre de conflits, de litiges, de frictions au niveau du nord du Nigeria qui n'ont pas été réglés, et ça a permis de constituer le nid de ce qui va être le futur Boko Haram. Et la réponse, malheureusement, n'a pas été
la restructuration de l'organisation économique du Nigeria, de l'organisation administrative du Nigeria, ce n'a pas été la réponse. La réponse a été militaire. On s'est dit, on envoie les troupes, on est aidé par les Américains ou toute autre puissance. Donc, en deux temps, 3 mouvements, tout va être réglé. Et justement, malheureusement, on s'aperçoit que cela ne règle pas tout. Parce que le problème avec ce type de révolte et ce type d'instabilité, c'est que ce n'est pas le fait d'étrangers, c'est le fait de locaux. Ce sont des personnes qui, déçues de ce qui se passe dans leur pays, vont rentrer dans les extrémismes et qui, à un moment, décident de prendre les armes. Donc, il faut aller à la source du problème. Il faut aller dans ces localités où on va constater qu'une frange de la population a décidé de prendre les armes. Il faut aller dans ces localités là où on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de... tout à l'heure, il y a le frère Louis qui parlait de ce qui se passe au niveau du sud du Nigeria avec l'exploitation pétrolière. Alors si dans cette région qui est riche, on a des gens qui sont extrêmement pauvres, qui n'arrivent pas à bénéficier de la manne pétrolière, j'ose même pas imaginer ce qui se passe dans l'extrême nord, qui n'est pas, qui a peut-être des ressources, mais qui n'a pas des ressources, qui ne sont pas les ressources qu'on met le plus en avant. Donc voilà, les conflits auxquels on assiste ne sont que le bouton floral de tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, il faut traiter la racine du mal. Credo, on a l'impression que ces enlèvements sont aussi minutieusement préparés, avec l'appui de personnes qui sont sur le terrain, qui sont au niveau de ces régions. Oui, non, c'est ce que Horus était en train de dire. En fait, ce sont des frustrés, des gens aigris, des gens qu'on a tenté de définir par les inégalités dans la répartition des ressources et puis des richesses. Lorsque ces personnes ne trouvent pas à faire, ne trouvent pas juste les moyens de subsistance, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Donc, c'est de commettre ces rapes-là, de demander des rançons ou bien de mettre en difficulté la défense, la sécurité du pays. Donc, ce sont des gens, ce ne sont pas des gens qui sont venus de l'extérieur du Nigeria, ce sont des Nigérians, mais qui sont tellement dépassés. Maintenant, face aux inégalités des richesses et puis des ressources, lorsqu'on place l'homme au centre de l'action, donc c'est que le gouvernement de M. Buhari doit revoir un peu sa copie. Maintenant, c'est vrai, donc ils vont déployer des contre-offensives sécuritaires, mais est-ce que cela va résoudre sur une longue durée les problèmes là, les affaires de rap d'enlèvement? Non, ils vont trouver des solutions intermédiaires. Maintenant, à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour décourager? Donc il va falloir également, aller jusqu'à occuper ces personnes, essayer de redonner confiance aux populations, à ces personnes qui se disent en marge même de la société, pour que ces personnes puissent être du moins le minimum de considération pour essayer d'endiguer cela. Donc la force brute ne va pas résoudre le problème. Certes, les parents ou bien les familles attendent que le gouvernement nigérien fasse des diligences en termes de sécurité pour ramener les enfants, mais ça ne serait pas facile. On va encore parler du Nigeria quelques minutes avant la Côte d'Ivoire, mais bien avant, on va marquer une petite pause.